Bonjour, bienvenue au podcast du Journal d'Anathalie. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'adresse spécifiquement aux femmes. Aujourd'hui, on veut vraiment s'adresser à la santé mentale des femmes. Donc on va parler de tout ce qui entoure en fait les femmes, donc que ce soit au niveau des hormones, des règles, de la grossesse, du postpartum, de la ménopause, de la préménopause. Bref, on va faire un retour là-dessus et on va aussi s'intéresser à la portion spirituelle de ça. Donc on va voir comment la Bible traite de la grossesse et surtout des menstruations. Donc, on va voir tout ça aujourd'hui dans cet épisode spécial en compagnie de Lourdine et de Marie-Hélène. C'est maintenant! Donc, bonjour vous deux, je vous remercie d'avoir accepté en fait mon invitation de participer à cet épisode spécial de podcast sur la santé mentale des femmes. Ça fait un moment depuis que j'avais à cœur en fait d'en parler parce que par rapport à ma propre expérience féminine, je me suis rendu compte que effectivement à certaines périodes du cycle, mon humeur pouvait être changeante. Donc, je m'étais dit non, il faut vraiment parler de ce sujet-là parce que ça affecte vraiment la façon dont on se sent et qu'on interagit aussi avec son entourage. Et donc, je vais juste faire une petite présentation rapide des différentes intervenantes qu'on a aujourd'hui avec nous. Donc, pour commencer, on a Lourdine Sauveur qui est née en Haïti et a émigré au Québec en 2010 après avoir été miraculeusement épargnée du séisme dévastateur du 12 janvier. Ayant préalablement débuté des études médicales en Haïti, elle est admise en 2015 à l'Université de Sherbrooke où elle se spécialise en psychiatrie et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Merci Lourdine d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Super. Et nous avons aussi Marie-Hélène Lully qui est médecin généraliste, je m'excuse, diplômée et licenciée à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Au Québec, elle est plus précisément installée à Montréal et elle œuvre dans le domaine de la santé publique en informant et en éduquant les communautés culturelles sur les thématiques de santé suivantes, donc la santé sexuelle, le dépistage du cancer du sein, la santé du cœur, les saines habitudes de vie et la gestion des maladies chroniques. Donc aujourd'hui, elle offre ses services d'interprétation médicale en français, en anglais et en créole haïtien à toutes les institutions du réseau de la santé et des services sociaux. Bienvenue Marie-Hélène. Merci, c'est un bonheur d'être avec toi et d'être avec ton auditoire également. Super, puis je te remercie aussi parce que en fait c'est toi qui m'as introduit à Lourdine, que je ne connaissais pas, nous on se connaît quand même depuis plusieurs années, on a travaillé ensemble dans un autre contexte. Et j'ai quand même dû te tordre un peu le bras pour que tu acceptes ma proposition, mais je voulais tellement que tu sois présente sur ce panel parce que je trouve que tu apportes une bonne énergie, puis je sais que tu es une femme de Dieu aussi, donc toute la sensibilité par rapport à tout l'aspect de la science d'une part et de l'autre côté de la science spirituelle, tu le comprends bien, donc je te remercie pour ça et aussi encore une fois de m'avoir introduit à ta collègue Lourdine. C'est un plaisir. Donc, le docteur Sauveur va pouvoir nous informer par rapport à la santé mentale en général. Et avant de commencer, en fait, à rentrer directement dans le sujet, je veux quand même commencer par aller dans la parole. Donc, pour parler de la condition des femmes, je veux commencer en fait avec le récit de la femme qu'on appelle la femme à la perte de sang ou de la femme hémorroïs. Donc, je vais lire pour vous le passage de Marc, chapitre 5, les versets 25 à 32. Je lirai le reste du passage à la fin de l'épisode. Donc, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Donc, au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Que Dieu daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de notre âme.
Donc, la raison en fait pour laquelle j'ai choisi ce passage, c'est parce que le texte aborde une question épineuse pour l'époque, la question de la condition d'une femme qui perdait du sang de façon anormale, donc d'où le terme de la femme hémorrhis. Donc, en fait, ce que ça veut dire hémorrhoïs plutôt, c'est dans le grec, en fait, je me rappelle plus du terme en grec parce que moi, ma langue, c'est l'hébreu, là, mais dans le texte biblique en grec, le terme qui désigne un flux anormal, c'est hémorrhoïs. En grec. En français, ça a été traduit en hémorrhoïs. Et c'est le même terme, en fait, qui est utilisé dans le livre des Lévitiques lorsqu'on parle des flux anormaux. Donc, lorsqu'on parle des femmes qui ont des pertes anormales hors de la période, il y a un certain rite qui est perpétré pour pouvoir enlever l'impureté, ou il y a certaines choses que la femme doit faire dans ces circonstances-là. Et donc, les auteurs ont utilisé le même terme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour que les Juifs comprennent bien qu'on parle de la même chose que les contemporains, en fait, les personnes qui lisaient la Bible en grec à cette époque-là, comprennent bien qu'on parle bien du même contexte et qu'on ne parle pas du flux normal du sang. Et donc, ce passage-là, en fait, ça m'a fait réfléchir à ce que ça pouvait entraîner pour une femme de devoir perdre du sang de façon continue, anormale, en fait, dans un contexte où la perte de sang, c'était considéré comme une impureté. C'était pas un péché, mais la personne elle rentrait dans une condition où elle était rituellement impure et donc elle ne pouvait pas par exemple, participer au rituel du temple. Elle ne pouvait pas faire de sacrifice, elle ne pouvait pas s'approcher de personnes qui devaient officier au temple. Et même les personnes, en fait, elles ne pouvaient pas techniquement se retrouver non plus dans une foule. Donc, juste le fait de s'être retrouvé dans cette foule-là pour pouvoir aller à la rencontre d'un rabbi, Jésus, c'était contre-indiqué dans sa condition. Donc, tout ça, ça m'a fait voir à quel point cette femme-là était courageuse. Puis, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, comme je le disais, ou est-ce que je l'ai dit en introduction, peut-être que j'ai réfléchi à ça, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sentent encore impures lorsqu'elles ont leurs règles. Elles ne veulent pas qu'on les touche, elles ne veulent pas elles veulent pas sortir, elles ne veulent pas faire du sport, elles se sentent anormales ou elles veulent se cacher, etc. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement une condition impure. Donc, la raison pour laquelle, bibliquement, il y a des rituels qui sont rattachés à cette condition-là, que ce soit être hémorrhoïs ou d'avoir ses règles, c'est que dans l'univers hébraïque, en fait, c'est une des interprétations, parce qu'il y a plusieurs interprétations, mais celle qui est la plus courue, c'est que dans l'univers hébraïque, en fait, les femmes, en fait, tout ce qui sort du corps, c'est relié à la mort. Donc, que ce soit quand quelqu'un perd du sang, que ce soit les pertes des règles, que ce soit même la semence de l'homme, je ne sais pas pourquoi, le sperme, j'avais oublié comment ça s'appelait, que ce soit le sperme, lorsque ça sort ou lorsqu'il y a des choses qui sortent de la peau, toutes ces choses-là, il y a une connotation très forte avec la mort. Et c'est une des raisons pour laquelle, autour des rituels dans les Lévitiques, toutes les pertes du corps physique, en fait, sont liées à une impureté rituelle qui empêche les gens de pouvoir participer aux rites normaux. Mais on sait aujourd'hui que les choses sont différentes. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Donc, on n'est plus nécessairement sous cette condamnation par rapport à l'impureté rituelle. Mais sauf que, en réfléchissant en fait à la condition de la femme hémorrhoïs, je me suis posé la question de, premièrement, qu'est-ce qui peut entraîner ce dérèglement-là? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une femme commence à perdre son sang de façon anormale? Alors, on peut énumérer certaines causes qui ne sont pas nécessairement les causes. Ce que je vais dire, c'est pas nécessairement limité à ça, mais admettons une femme qui a un dérèglement hormonal. Donc, on va parler de ça un peu plus tard. Donc, parce que les règles, c'est sous l'influence des hormones. Donc, si on a un débalancement au niveau hormonal, ça peut faire qu'on a des saignements anormaux, soit des règles plus abondantes et plus longues, on appelle ça des ménorrhagies, ou des saignements entre les périodes de règles qu'on appelle des métrorragies.
Donc, des fois aussi, on peut voir des règles qui sont très abondantes. C'est dans l'intervalle normal, selon le cycle menstruel de la personne, mais les règles sont très, très, très abondantes. Donc, comme des hémorragies qu'on peut avoir. Ça peut être dû à quelque chose, une cause organique. Par exemple, quelqu'un qui a des fibromes au niveau utérin, quelqu'un qui a des ovaires, des polykystiques, des kystes au niveau de l'ovaire et des polypes au niveau utérin. Donc, il y a diverses causes qui peuvent faire que on a des dérèglements au niveau des règles. Donc, que ce soit, ça devient anormal en termes de durée ou en termes de fréquence des saignements. OK. Puis au niveau de la quantité, moi, je me suis toujours posé la question, en fait, c'est quoi qui est normal? Parce que je peux pas comparer. Puis à chaque fois que mon médecin me pose la question, est-ce que vous avez un flux normal ou abondant? Je sais pas, j'ai jamais vu ou su ce que les autres avaient en termes de flux. Mais ça varie d'une personne à l'autre. Mais de manière générale, on se base sur le nombre de fois que la personne doit changer de serviette. Et comment sont les serviettes? Est-ce que ce sont des serviettes qui, admettons que quelqu'un, en l'intervalle d'une heure, là, c'est des serviettes épaisses qui sont très imbibées, que la personne doit changer régulièrement, parce qu'il est considéré pour, comme dans la moyenne, 1 ou 2 serviettes par jour normalement. OK. Mais quand on doit utiliser 3, 4, 5 et c'est bien imbibé, on commence à être dans un flux qui est un peu plus abondant que la moyenne. OK. Surtout lorsque la femme n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de saignements-là. Parce que comme Lourdine, elle a dit, ça varie d'une femme à l'autre. Tu sais, il y a des femmes qui peuvent avoir des règles, des menstruations normales qui peuvent durer 3 jours, 5 jours, d'autres qui vont s'étaler jusqu'à 7 journées. Donc, c'est clair que le nombre de serviettes changées, c'est un repère, mais il faut aussi qu'on essaie de faire l'historique du cycle menstruel de la femme et voir d'habitude comment sont ces menstruations, c'est quoi le niveau d'abondance de ces menstruations, puis là, quand il y a un changement qui survient, il faut investiguer davantage. OK. Et donc, j'imagine que c'est une expertise qu'on développe avec le temps. Donc, c'est des questions qu'on devrait se poser déjà en étant jeune, avoir une certaine culture de recensement, de comment se passent mes règles, est-ce que c'est abondant ou pas. Donc, à ce moment-là, j'imagine, parce que moi, j'ai appris dernièrement, en fait, à la radio qu'il n'y a plus d'éducation sexuelle dans les écoles. Donc, j'imagine qu'il y a une responsabilité qui incombe aux parents, à la mère, dans ce cas présent, j'imagine, si mère il y a, ou les sœurs, ou les tantes, ou les femmes qui sont dans l'entourage immédiat de la jeune fille. Oui. Effectivement, mais tu sais, souvent, les jeunes filles, les femmes, en général, elles savent à quel point leurs règles sont abondantes ou moyennement abondantes. Elles te disent, oh oui, ça traîne pendant 3 jours, puis ça m'agace les 2 premiers jours, etc. Elles savent. C'est clair que pour avoir travaillé en matière de santé à la sexualité et tout, santé sexuelle, c'est que ce qui est un peu désolant, c'est qu'on ne prépare pas suffisamment les jeunes filles, notamment avant qu'elles aient leurs règles. Tu vois, parce que lorsque tu te réveilles un bon matin et tu vois des affaires toutes noires dans le fond de ta culotte, ça peut être très effrayant. Donc, c'est important d'éduquer les jeunes filles avant qu'elles l'aient, de les préparer à comment ça va se présenter. On pourrait avoir des douleurs auparavant, etc., etc. Comment installer la serviette hygiénique. Donc, tout ça, c'est des détails que je pense que ce serait salutaire de préparer avec une jeune fille avant que les règles surviennent. Effectivement, effectivement. Puis, en lisant le texte, je me suis posé la question, comment est-ce que cette femme-là, à l'époque, a pu vivre, en fait, cette situation-là où, juste au niveau du contexte religieux, elle était considérée comme une paria de la société, donc elle était exclue de toutes les situations sociales liées à sa condition. Mais en termes de complications physiques, j'imagine qu'il y a d'autres choses que cette perte-là normale doit entraîner, non? Bien entendu, parce qu'avec cette perte sanguine qui durait quand même 12 ans, là, donc c'est des pertes énormes. Donc, c'est sûr qu'il y a des complications physiques telles que l'anémie. À force de perdre du sang, on devient anémié. Et l'anémie en tant que telle va avoir des conséquences sur l'organisme, comme par exemple des étourdissements, la personne est fatiguée, la personne peut avoir de la difficulté à respirer, ce que dans notre jargon médical on appelle la dyspnée, et des palpitations aussi, parce que plus on a de l'anémie, plus le cœur travaille avec plus... pour pouvoir pomper le sang, donc ce qui fait que le travail sur le cœur est augmenté. Donc, il y a plein de complications qui peuvent survenir des pertes anormales. Puis, est-ce qu'il y a d'autres
en fait, symptômes qu'elle peut avoir, hormis l'anémie, la fatigue, donc les essoufflements, mais des impacts au niveau psychologique aussi, parce que tu es isolé, parce que tu peux pas être avec les autres, tu aimerais bien, mais tu es isolé, donc l'isolement et toute la cascade qui vient avec, plus tu es isolé, plus tu es triste. Plus tu es triste, moins tu as le goût de faire des choses et la dépression qui peut survenir. Donc, les conséquences psychologiques sont quand même à ne pas négliger. À ne pas négliger. Et puis, dépendamment de la cause aussi, Laudine en a cité quelques-unes. Tu peux avoir un accompagnement de douleur, tu sais. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui vivent des années avec des masses fibromateuses et qui ont des saignements, mais qui disent qu'elles ont très, très mal, notamment que c'est œstrogénodépendant. Ça veut dire que les masses sont plus douloureuses lorsqu'on est à une partie du cycle où on a un plus haut niveau d'œstrogène. Donc, ça peut être... Il y a non seulement l'inconfort, il y a la douleur, puis souvent tu dois gérer une douleur chronique que tu traînes pendant des années. Donc ça peut être très désagréable et ça peut encore déboucher vers des situations de problèmes de santé mentale. Oui, tout à fait. Et même l'aspect financier aussi qui vient avec. C'est parce qu'on disait qu'elle avait dépensé tout son argent. La pauvreté qui vient avec aussi, Exact. ça va avoir un impact sociétal, psychologique. Effectivement. Oui, tout à fait. Puis vous deux, en fait, vous avez pratiqué en Haïti dans un pays où justement il faut avoir des sous pour pouvoir être soigné et tout. Et donc vous avez vu des situations où des femmes ou des personnes sont venues à la dernière minute pour être traitées. Et souvent ça donne des situations catastrophiques. Et ce qui est étonnant en fait dans cette histoire-là, justement, c'est que cette femme, et Maurice, l'histoire ne dit pas si elle était mariée ou pas, mais si elle avait été mariée, probablement que son mari l'aurait divorcée parce que une femme, à cette époque-là, malheureusement, elle était valable selon la condition où elle pouvait mettre au monde des enfants. Donc, si elle était stérile, très souvent, les hommes s'en séparaient. Non seulement ça, étant donné qu'elle était impure, ça aussi, c'était une cause biblique de séparation. Donc, elle était probablement pas mariée. Et à cette époque-là, ce qui est étonnant, c'est qu'une femme qui n'était pas mariée n'avait pas de situation. Elle n'avait pas d'argent. Donc, si cette femme avait dépensé beaucoup d'argent, c'est que probablement qu'elle était dans une situation qui lui permettait de pouvoir s'offrir les soins d'un médecin ou d'un professionnel quelconque qui puisse l'aider dans sa situation, ou même des charlatans, j'imagine, à cette époque. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours. Donc, elle a dû essayer beaucoup de choses, mais juste le fait que l'évangile de Marc mentionne effectivement qu'elle ait dépensé beaucoup d'argent, ça nous donne une information supplémentaire par rapport au statut de cette femme-là. Donc, c'était une femme qui était en moyen de dépenser. Probablement, le texte ne nous dit pas, mais on suppose qu'elle était seule, qu'elle n'était pas mariée, qu'elle était probablement divorcée. Et donc, elle était vraiment stigmatisée malgré le fait qu'elle ait de l'argent. Parce qu'une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui a un statut social. Donc, c'est vraiment un détail important dans ce récit. Et puis, quand tu parles de partenaires également, de mari, d'époux, etc., c'est quand même important et même quand on revient à notre ère, l'ère où nous vivons maintenant, de savoir qu'il y a certaines femmes qui ne s'adonnent pas à des relations sexuelles lorsqu'elles ont des écoulements sanguins et tout, notamment si elles ont des douleurs. Et puis, en plus, il y a des conditions qui sont reliées à des douleurs au moment des relations sexuelles. Donc, ça fait en sorte que, sur le plan sexuel, on peut avoir un couple qui vit de grandes frustrations aussi. Donc, ce sont des choses qu'il faut considérer et qui, encore une fois, pourraient avoir un impact sur la santé mentale de la femme et du couple. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, concernant justement la sexualité pendant les menstruations, bibliquement parlant, même Ézéchiel en parle aussi, que dans les Lévitiques et tout, il y a des règles qui interdisent en fait les rapports sexuels entre l'homme et la femme pendant les menstruations. Mais tout ça, c'est vraiment contextuel. Donc, il faut vraiment faire des recherches parce que il y a beaucoup d'exégètes de la Bible, des théologiens et tout, qui se sont penchés sur la question pour essayer de comprendre. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui a ses règles, c'est vraiment lié encore au rituel et plus spécifiquement aux hommes aux Lévites plutôt, qui devaient officier au temple plus que pour le reste du peuple. Donc, il y a beaucoup d'exégèses qui
qui pose la question par rapport justement à Ézéchiel, par rapport à ce qu'il soulève. Puis même, je pense que Jérémie aussi aborde la question des personnes qui ont des rapports sexuels avec des femmes qui ont leur menstruation. Mais souvent, dans ces textes-là, c'est souvent en référence avec les pratiques du temple. Et donc, pour ces raisons, les exégètes pensent que c'est vraiment plus lié. C'était lié pour les Hébreux, ça devait, parce que on sait que dans le judaïsme, les hommes n'ont pas de rapport sexuel avec leurs femmes lorsqu'elles sont menstruées. Ceux qui suivent, là, bien sûr, ceux qui suivent les règles talmudiques et autres, là. Mais c'est ça, donc il semblerait, pour ceux qui font des études bibliques, que ce soit vraiment quelque chose de très précis pour une classe de personnes très précises. Et donc, encore une fois, ça lève le voile sur la question de l'impureté de la femme en condition d'avoir ses règles ou pas. Et donc, moi, je voulais savoir, en fait, par rapport à cette condition-là, qu'est-ce qui était préconisé pour traiter, en fait, les écoulements. Je sais que, je pense qu'à cette époque-là, il ne devait pas y avoir beaucoup de solutions parce qu'on ne pouvait pas nécessairement savoir le pourquoi, la cause de l'écoulement. Un écoulement pouvait être dû à plusieurs choses, mais si on ne sait pas d'où ça provient, on peut essayer toutes sortes de choses sans que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il doit y avoir des solutions ou des choses qui sont proposées. Donc, c'est sûr que si on a une femme qui a des pertes sanguines anormales, des règles trop abondantes, c'est sûr qu'il faut aller chercher la cause. Donc, pour aller chercher la cause, ça prend un examen physique, ça prend des investigations pour savoir ça vient d'où, ce saignement-là, c'est quoi la cause. Et le traitement, principalement, ça va être le traitement de la cause. Donc, admettons que la personne a des fibromes. Ce sont les fibromes qui sont responsables du saignement. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le fibrome. Est-ce que ça va aller à une chirurgie pour enlever on appelle ça comment encore, j'ai oublié le terme. On peut enlever oui, c'est ça, merci. Et puis, ou des fois, dépendamment de l'âge, surtout si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un qui est très avancé en âge, où la possibilité d'avoir des enfants est quasi nulle. Et puis, on voit que enlever les fibromes, c'est risqué pour la santé. Des fois, on va jusqu'à enlever l'utérus, qu'on appelle l'hystérectomie. Donc, ça, c'est un exemple. Mais c'est pas dans tous les cas qu'on va faire de l'hystérectomie. J'ai été à un exemple extrême. Mais pour d'autres cas, par exemple, quelqu'un qui a des ovaires polykystiques, on va faire un traitement de la situation et tout en prenant en compte aussi les symptômes qu'on peut avoir. Quelqu'un, par exemple, qui a de l'anémie, on peut traiter l'anémie. Donc, c'est vraiment le traitement de la cause. Et ce que j'aimerais un peu ajouter à ce que Laudine a dit, c'est que dans le traitement de cette cause-là, il peut arriver, parce que Laudine a parlé d'hystérectomie, qu'on fasse hystérectomie totale et anésectomie. Ça veut dire qu'on enlève tout l'appareil reproducteur de la femme interne. Donc, on enlève les ovaires, l'utérus au complet, etc. Et là, lorsque la femme a un certain âge, on va même jusqu'à lui offrir une hormonothérapie pour éviter des symptômes reliés à une diminution des hormones parce que c'est comme si elle avait une ménopause chirurgicale. Donc, il faut qu'il y ait un remplacement hormonal pour éviter cette cause médicale de ménopause. Donc, ça peut aller jusque-là aussi. Et donc, c'est important de traiter la cause, en fait. Wow. Et vous savez, souvent je pense, j'en parlais un peu plus tôt, par exemple dans les causes de saignement, les gens n'y pensent pas, mais le cycle du sommeil agit sur cette cascade hormonale qui va jusqu'à nous faire avoir notre cycle menstruel, etc. Et beaucoup de femmes se retrouvent à multiplier le surmenage, etc. et ne dorment pas comme elles devraient dormir. Elles sont hyper fatiguées. Ça va agir sur le cycle circadien, le cycle du sommeil. Et ça peut entraîner un dérèglement de leur cycle menstruel qui peut donner autant des règles plus abondantes ou plus nombreuses que des règles plus espacées. Donc, dans ces cas-là, comme Laudine parlait de traitement de la cause, il faut qu'on recommande à la femme de réduire le travail, de dormir davantage, de diminuer le stress, etc. On ne pense pas. Je vais juste ajuster ton micro parce que je veux bien... Je veux pas perdre exactement, je veux pas perdre de ce que tu dis. Mais en fait,
Est-ce que c'est un phénomène où c'est l'œuf et la poule ou la poule ou l'œuf? Donc, est-ce que c'est le trouble circadien qui va entraîner des problèmes au niveau de la menstruation? Donc, par exemple, je pense que tu mentionnais un peu plus tôt avant l'enregistrement que tu respectais pas ton cycle, etc. Donc, est-ce que ça va entraîner un dérèglement ou est-ce que c'est le dérèglement qui entraîne à ce moment-là un trouble au niveau du cycle du sommeil? Comment ça fonctionne? Tu sais, c'est un jeu hormonal. Tu vois, le cycle du sommeil. Donc, tu as des hormones qui envoient des signaux, qui envoient des signaux à proximité, qui envoient des signaux distaux. OK? Et ces hormones-là, dans la régulation, ces hormones vont répondre d'une certaine manière, dépendamment du niveau, puis le cycle des signaux se fait. Donc, si à un certain moment de la durée, les signaux sont soit contraires ou bien ils provoquent une surproduction de l'hormone en amont, tu comprends? Donc, ça veut dire que ce jeu hormonal qui agit sur les hormones distaux, il va être perturbé. Et ça va te donner des symptômes. Donc, en d'autres termes, c'est un peu, c'est dynamique. Donc, c'est autant l'un que l'autre. Ça joue en réponse. Et donc, ça me fait penser à une autre question. J'ai une amie qui a eu, pendant un moment, c'est sûr que, bon, elle est un peu plus âgée que moi. Elle était déjà dans la quarantaine, mais sauf que elle a eu un moment où elle n'a pas eu ses règles et son médecin lui a dit que, bon, c'est la préménopause qui fait ça, etc. Mais elle refusait parce qu'elle disait que, bon, chez elle, sa mère, par exemple, elle avait eu ses règles jusqu'à la cinquantaine, donc elle s'attendait aussi à ce que ce soit la même chose pour elle et qu'elle puisse encore pouvoir faire des enfants, etc. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, étant donné qu'elle était arrêtée complètement, ses règles sont revenues. Puis ces règles sont revenues de façon régulière pendant toute la période où on était en arrêt, là, pendant le confinement. C'est ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Puis je lui ai posé la question, mais est-ce que tu penses que c'était dû au rythme effréné de ta vie? Parce que c'est une entrepreneur, elle a plusieurs activités, elle est toujours en activité, etc. Puis elle s'est dit que elle pense que ça a un rapport par rapport à la nouvelle qualité de vie qu'elle a. C'est sûr qu'il y avait eu un stress associé au fait que ses activités se sont brusquement arrêtées, qu'elle a dû faire preuve d'imagination pour pouvoir avoir des revenus pendant cette période morte. Mais en même temps, il semblerait que le fait qu'elle n'ait plus de charge mentale, ou je sais pas, associée à ces activités, ça a débloqué quelque chose au niveau... Est-ce que c'est possible, en fait? Donc, le stress de la vie effrénée, c'est sûr, ça a un impact au niveau de l'équilibre hormonal. Mais il y a une chose qui m'est venue en tête en t'entendant parler de ton ami, puis je me suis demandé, est-ce que c'est quelqu'un qui mangeait bien? Parce que quand on a des troubles alimentaires, ça peut faire, dépendamment de la gravité, on peut avoir une période d'aménorrhée. On n'a pas les règles du tout. Donc, l'hygiène de vie, ça a un impact considérable. Ah, vraiment, je vais corroborer ce que Bourdine dit avec une expérience personnelle. Je me rappelle, j'étais très jeune, vers la fin de mon adolescence. J'étais obsédée par mon poids. Il fallait que je perde du poids. Il fallait que je perde du poids. Je t'assure. La restriction alimentaire. Donc, non seulement je faisais excessivement du sport, mais je me restreignais, mais de façon inconcevable par rapport à mon alimentation. Je vais te donner un exemple pour te dire comment ça peut être fou, cette affaire-là. C'est que je pouvais avoir un régime très strict pendant la semaine, puis le dimanche, c'était boulimique. Il faut manger, puis le lundi, ça reprend. Mais c'est que ça fait en sorte que, on va dire que j'ai fait ça pendant tout un été, et par la suite, de septembre à décembre, quand décembre, j'ai dit, bon, écoute, je recommence à manger comme il faut, là, j'étais en aménorrhée, je n'avais pas de menstruation. Et quand j'ai recommencé à manger comme il faut, tout est rentré dans l'ordre. Oh, wow. Puis est-ce que tu t'en es rendu compte que c'était lié à ton nouveau rythme de vie? J'ai fait le lien. J'ai fait le lien parce que quand j'ai dit que, OK, je mange d'une façon très bizarre, donc mon corps réagit d'une façon bizarre. Donc ça fait du sens. Ça fait du sens. J'ai dit, je vais voir quand je vais recommencer à manger normalement. Tout est rentré dans l'ordre. Wow, c'est extraordinaire. Puis moi, ce que ça interpelle en moi, c'est vraiment tout le sens de l'équilibre, en fait, que ce soit au niveau de l'équilibre psychique, au niveau du corps, donc de bien manger, de bien dormir. Puis c'est des choses qu'on nous dit tout le temps. C'est vraiment... c'est toujours la base. On revient toujours à manger bien, dormir bien, faire de l'activité physique de façon modérée. C'est toujours la même chose, en fait, qui revient. Puis encore, en tout cas, moi, ça m'impressionne vraiment la sagesse de Dieu dans la façon dont il a tout orchestré, l'appareil,
notre entité, là, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais ce qui est important quand même en médecine, comme Laudine a dit, et effectivement, l'hygiène physique, l'hygiène mentale, l'hygiène du sommeil, l'hygiène alimentaire joue un rôle notoire dans ce cycle menstruel-là. Mais lorsque la personne arrive devant le médecin, c'est clair qu'il faut qu'il investigue. Okay? Surtout lorsque les femmes atteignent un certain âge, donc il faut qu'on investigue pour écarter les causes les plus dangereuses, qui pourraient être peut-être létales. Donc il faut y penser. Puis il faut penser aussi à l'évolution naturelle de la vie. Ça veut dire que lorsqu'on arrive en préménopause, ménopause, c'est normal qu'on ait un ralentissement et un espace, premièrement des règles peut-être moins abondantes, ou bien vraiment qui font la folie, erratique, qui font la folie. Okay? Ou bien on va avoir des règles qui sont plus espacées, okay? Enfin d'une règle à l'autre, le temps qui s'écoule est plus long. Donc ça, et si on voit que ça évolue comme ça, on peut commencer à comprendre qu'on est en période de préménopause. Mais tout ça, ça peut s'investiguer aussi. Ouais. Puis j'imagine que au niveau de la santé mentale, donc il y a une évolution aussi qui peut se faire parce que c'est sûr que je me suis informée un peu, mais au niveau de la dysphorie prémenstruelle, on sait que ça peut arriver à n'importe quelle période de la vie d'une femme, donc que ce soit à l'adolescence dès le début ou justement, comme tu disais, en préménopause. Mais en fait, est-ce que c'est courant? Comment ça se produit? Pourquoi ça se produit? Qu'est-ce qui se passe? Le trouble dysphorique prémenstruel, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment dans le contexte avant les menstruations. Il y a le trouble dysphorique prémenstruel, il y a les symptômes prémenstruels, ok? Donc, ou le syndrome prémenstruel. Donc, la différence entre les deux, c'est la sévérité, par exemple, le dysfonctionnement que ça entraîne. Donc, tout l'aspect, le dysfonctionnement psychologique que ça entraîne. Donc, le trouble prémenstruel, encore une fois, si on se réfère au cycle menstruel, donc, les phases du cycle menstruel, il y a la phase folliculaire, c'est la phase qui commence avec le premier jour des menstruations. Donc, c'est vraiment sous l'influence de l'œstrogène. Okay? Donc, il y a des travaux qui se font au niveau du cerveau, l'hypothalamus, qui stimule l'hypophyse, et l'hypophyse va libérer des hormones, peut-être que vous avez déjà entendu parler de FSH et LH. Ce sont ces deux hormones-là qui vont stimuler les ovaires pour produire l'œstrogène. L'œstrogène, c'est un modulateur des neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, la noradrénaline, qui sont des neurotransmetteurs qui régulent l'humeur. Donc, l'œstrogène, il joue un rôle dans l'augmentation de la synthèse et la biodisponibilité de ces neurotransmetteurs-là. Donc, au niveau de la phase folliculaire, c'est cette hormone-là, l'œstrogène, qui est responsable de cette phase-là. On a l'ovulation par la suite et s'il n'y a pas eu et après, il y a la phase lutéale, donc c'est la deuxième phase du cycle menstruel, qui est sous l'effet de la progestérone. Donc, s'il n'y a pas eu de fécondation après la phase d'ovulation, donc le niveau de progestérone va baisser et là se termine la phase lutéale et les règles commencent, on reprend le cycle, donc la phase folliculaire. Donc, on voit que l'œstrogène joue un rôle important dans la régulation des neurotransmetteurs qui régulent à leur tour l'humeur. Donc, la phase, le trouble dysphorie prémenstruelle, il apparaît en général pendant la phase, donc c'est quoi qu'on appelle le trouble dysphorie prémenstruel? On voit des gens qui sont irritables, ils ont une labilité au niveau de leurs émotions, ils sont dysphoriques. La dysphorie, on définit ça. C'est comme ça fluctue, ça fluctue beaucoup, c'est comme ça change, c'est comme des montagnes russes, ça monte, ça descend, de bonne humeur maintenant, la seconde d'après on est de mauvaise humeur, pour quelle raison, on ne sait pas. Donc c'est vraiment des montagnes russes. La personne est dysphorique, c'est comme un malaise psychologique que la personne a. La personne n'est pas bien, tout simplement. Et des fois, la personne est plus anxieuse que d'habitude. Donc, et ça arrive durant la phase prémenstruelle, c'est-à-dire pendant la phase lutéale. Donc, c'est vraiment avant l'apparition des règles. Donc, des fois, ça disparaît dès le premier jour des règles, mais normalement, dans les premiers jours, ça disparaît. Et la personne revient à son niveau de base, qu'il y a de bonne humeur, qui rit, qui est gentil, etc. Okay? Donc, des fois, on a des symptômes physiques aussi, comme des tensions ou gonflements au niveau des seins, des douleurs au niveau des articulations. La personne peut avoir l'impression d'avoir pris du poids parce que la personne a l'impression d'avoir enflé. Okay? Et puis, ça vient aussi avec des symptômes qu'on appelle plus symptômes comportementaux ou émotionnels au niveau de l'appétit, soit l'appétit est augmenté ou diminué, le sommeil, plus de sommeil, moins de sommeil. La personne a de la difficulté à se concentrer. Donc, grosso modo, on a ces genres de symptômes-là. Pourquoi on l'appelle trouble dysphorique? Parce que ça a un impact au niveau fonctionnel, que ce soit au niveau social,
Imagine-toi quelqu'un qui est très irritable, comment ça peut être dérangeant pour les amis, tu pètes tes coches pour rien. Ça fait des dégâts. Et au niveau professionnel aussi, ça peut avoir des impacts. La différence entre le trouble dysphorique prémenstruel et le syndrome prémenstruel, c'est vraiment en lien avec l'intensité. Dans le syndrome prémenstruel, on n'a pas l'impact fonctionnel qui vient avec, et la détresse psychologique dans le trouble dysphorique prémenstruel n'est pas présent dans le syndrome prémenstruel. OK. Donc, juste pour récapituler, donc il y a le syndrome prémenstruel. Donc, ça regroupe tout ce dont on a parlé. Donc, les symptômes, ce sont les mêmes symptômes. Ce sont les mêmes symptômes, mais sauf que la différence entre la dysphorie et le syndrome, c'est au niveau de la fonctionnalité de la personne lorsqu'elle ressent. Donc, une personne peut être irritée pendant la période juste avant ses règles, mais ne pas avoir une dysphorie. Le trouble dysphorique prémenstruel, parce qu'il y a comme la détresse, il y a une détresse psychologique qui accompagne le trouble dysphorique prémenstruel qu'on n'a pas dans le syndrome prémenstruel en tant que tel, mais les symptômes physiques, les symptômes émotionnels comme par exemple au niveau de la concentration, l'appétit, les changements au niveau du sommeil, impression d'être dépassé par tout ce qu'on fait, on peut l'avoir, mais on reste quand même fonctionnel, on arrive à passer au travers, alors que dans le trouble dysphorique, cette détresse-là est vraiment plus profonde. Il y a un impact au niveau fonctionnel. OK. Puis donc, le responsable là-dedans, donc ce serait le niveau d'œstrogène qui diminue pendant la période qui précède le début des règles, donc le prochain cycle. C'est ça. Qui commence le deuxième premier jour. C'est ça, justement. Le premier jour des règles, là, c'est l'œstrogène qui reprend. Le niveau d'œstrogène est plus élevé. C'est là que les symptômes s'atténuent. OK. Pour recommencer à l'autre phase. Okay. Et donc là, je me pose la question, est-ce que je suis dysphorique? Qu'est-ce que je suis dysphorique prémenstruelle ou pas? Mais parce que moi, c'est vraiment la blague avec ma soeur, parce que ma soeur et moi, on est synchrones. Et donc, on les a pratiquement en même temps, quelques jours de différence. Puis à chaque mois, on est surprise. On est toujours, à chaque mois, c'est comme, puis moi je suis très, je suis on the clock là, c'est très régulière depuis toujours, je pense. Puis à chaque mois, premièrement, les symptômes sont différents, c'est jamais la même chose. Puis à chaque fois, je pense que je suis folle. Puis lorsque le premier jour arrive, tu sais, je texte ma soeur, puis je suis comme, c'est ça, elle dit, ouais, c'est ça. Mais il y a une chose que vous êtes synchrone. Parce que c'est le diagnostic, on le fait de manière vraiment prospective. On regarde le cycle pour voir, est-ce que chez chaque cycle, que c'est comme ça? C'est là qu'on voit, mais finalement, c'est une répétition. Ouais, non, mais non, c'est pas tous les mois. Il y a des mois où est-ce que j'ai ce qu'on appelle en anglais des cravings, comment on dit en français? Non, oui, le symptôme peut varier, mais la survenue, c'est la même période. Donc, c'est avant les règles, donc dans la phase lutéale, ça commence, et à la fin de la phase lutéale, et à la minute qu'on tombe dans la phase folliculaire, les règles commencent, soit le premier jour des règles ou peu après, ça se normalise. Et la question que j'aurais pour toi, Lourdine, c'est que tu disais que l'œstrogène est un modulateur, et comment... Alors, et tu as parlé de sérotonine, tu as parlé de noradrénaline, mais comment ces deux hormones-là vont agir sur l'humeur? Mais ces deux hormones, ça va dépasser leur niveau. Donc, c'est quand on a la sérotonine, la noradrénaline, qui a un niveau normal au niveau du cerveau, donc on est de bonne humeur. Quand il y a des diminutions au niveau, c'est comme l'œstrogène joue un rôle dans la synthèse de ces neurotransmetteurs. Donc, c'est sûr, quand on a une baisse de l'œstrogène, donc il y a une baisse aussi dans la synthèse et la biodisponibilité de ces neurotransmetteurs-là. Donc, on peut avoir des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux et même des symptômes psychotiques parce que l'œstrogène, il régule aussi la sécrétion de la dopamine qui est un autre neurotransmetteur qui intervient dans la psychose. Exactement. Puis tu sais, je voulais faire un petit lien un peu avec les phases que Lourdine elle a mentionnées, tu sais. Elle a parlé de phase folliculaire, phase lutéale. Dans la phase folliculaire, il y a un peu une prolifération de tout ce qui a les vaisseaux sanguins, les cellules, etc. pour un peu préparer l'accueil d'un bébé qui va être nidé justement dans ce coussin-là, il est nourri et tout. Et à la phase lutéale, justement, ça se dégrade, exactement, et ça s'effrite. S'il n'y a pas de fécondation. Donc, les règles, c'est effectivement des tissus morts qui s'évacuent de ce coussin utérin-là pour passer à travers le col de l'utérus, le vagin et sortir. Donc, c'est pourquoi aussi qu'il y a un lien entre du tissu mort,
qui sort, impureté, etc. Tu vois? Donc, c'est parce que, comme tu disais, il y a quelque chose qui est évacué, on le considère comme mort, on considère comme impur. Mais effectivement, c'est du tissu mort. Mais il faut éduquer les gens pour savoir que, écoute, on évacue tout le temps des affaires qui sont mortes dans nos cellules de la peau, tout le temps elles meurent, puis elles se renouvellent, elles régénèrent, etc. Donc, un peu permettre que les gens apprivoisent cet état de normalité, en fait, de notre être que nous sommes. Oui, tout à fait. Puis j'avais un professeur, je pense que je l'ai déjà dit en plus, j'avais un professeur au bac qui nous avait dit qu'on on guérit plus souvent qu'on meurt. C'est vrai. Puis, pour moi, ça a comme fait clic dans ma tête, puis je me suis dit, wow, c'est vraiment extraordinaire parce que, en fait, à chaque fois qu'on est malade ou qu'il y a un processus qui se... on vit constamment avec la mort ou, tu sais, comme tu disais, les cellules mortes. Il y a toujours une régénérescence. Donc, on est constamment en train de se régénérer alors qu'on meurt qu'une seule fois. Donc, c'est vraiment un système... Fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant de réaliser, en fait, parce qu'on ne réalise pas à quel point il y a constamment cette coexistence entre la vie et la mort dans notre propre organisme. Puis les règles, c'est un exemple de ça, justement. Et tu sais, il y a probablement des médecins qui pourraient ne pas être d'accord avec moi. Moi, c'est un peu la croyance que j'alimente et au regard aussi de ma foi. Tu sais, Dieu dit, je suis celui qui guérit toutes les maladies. Si on prend le terme guérison, c'est le processus de régénérescence cellulaire, de réparation, régénérescence cellulaire. Un médecin, il va nettoyer, il va évacuer, il va aider à soigner. C'est Dieu qui guérit. Ouais, c'est ça. C'est Dieu qui guérit. Parce que cette régénération cellulaire, c'est un processus naturel qui dépend de la loi divine. Exactement. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça fait du sens. Ça résonne vraiment, vraiment beaucoup. Mais en tout cas, bref, on est encore à déterminer si je saute de dysphorie ou si je vais en discuter avec ma soeur. C'est quoi l'impact fonctionnel? Est-ce que tu parles vite? Est-ce que tu restes fonctionnel malgré tout ça? C'est quoi le degré de détresse psychologique que tu as? Mais c'est à toi de le savoir. Je pense sincèrement que ça dépend du mois. Je pense que ça dépend du mois et de la saison de ma vie. Parce que vraiment, là, j'ai des épisodes, des fois, je me rappelle, puis c'est vraiment tout con, là. Tu sais, je peux faire une fin de semaine, là, les stores baissés, je mange plus, c'est la fin du monde, là, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Puis du moment que je vais à la toilette, puis que je vois les premières gouttes, je suis comme, oh! La vie reprend. Les stores sont ouverts, puis tout reprend. D'où l'importance d'informer et d'éduquer les gens. Tu vois, c'est vraiment important d'informer et d'éduquer les gens. Parce que tu vois, juste ce déclic-là, en sachant que, OK, c'est lié à ça, ça a changé toute la donne. Il faut se connaître. Effectivement. Enfin, donc, finalement, ce qui est bon à savoir, c'est que l'irritabilité, c'est pas un cliché. Donc, lorsqu'on dit, la femme, tu sais, t'es dans tes périodes, c'est pour ça que t'es comme ça. Quoi, il faut pas le dire, là? Moi, on peut être une lionne. Je t'assure. C'est juste qu'on peut parler avec son entourage. Vous savez, dans telle période, je suis une lionne, vous approchez pas trop près. OK? Donc, on garde la distance. Je suis la lionne. Non, je suis devenue l'agneau. Et quand on se connaît aussi, on sait qu'on est comme ça. On essaie de se gérer. On respire avant de parler. Oui. Et comme, je ne me rappelle pas du passage là, mais je crois que c'est dans le proverbe, en tout cas, avant de parler, tu tournes ta langue de ta bouche plusieurs fois. Tu gardes, il y a aussi un verset qui garde, est-ce que c'est un verset ou c'est juste un proverbe? Qui garde sa bouche, garde son âme, en tout cas. Mais on essaie d'être moins prompt dans ses réponses, de réfléchir avant d'agir, donc pour éviter les dégâts de l'entourage. Moins impulsif. Mais c'est quand même important d'éduquer l'entourage aussi pour qu'ils sachent que c'est pas le moment de venir agacer le monde dans cette période-là non plus. Parce que ça peut être explosif. Effectivement, on a un rôle sur notre impulsivité. Le Seigneur nous aide également là-dedans. Le Saint-Esprit nous aide avec sa présence, il nous aide. Tout à fait. Et c'est probablement des moments où on devrait peut-être se retirer, se ressourcer notamment dans la parole, etc. pour regagner cet apaisement que le Saint-Esprit nous offre dans notre vie quotidienne. Tout à fait. Ceci conclut la première partie de cet épisode. Reviens-nous la semaine prochaine pour découvrir la suite qui portera sur la grossesse, la préménopause et la ménopause. À bientôt!